Je m'appelle Adrien. J'ai 34 ans. Et si quelqu'un m'avait dit il y a un an que mon propre frère essaierait de me poursuivre tout en me demandant de payer l'avocat qui le faisait, j'aurais ri au nez de cette personne. J'aurais offert un verre d'eau, demandé si elle allait bien, puis ri à nouveau juste pour m'assurer qu'elle comprenait à quel point cela semblait absurde. Mais nous y voilà. La vie a une façon amusante de faire de vous la chute d'une blague dont vous ne saviez même pas qu'elle était écrite. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner l'image complète car celle-ci nécessite un contexte. J'ai grandi dans une petite ville près de Knoxville, dans le Tennessee. Mes parents, Gabriel et Hervé, étaient le genre de personnes qui croyaient que la famille était tout. Et partout, je veux dire qu'ils croyaient que la famille était une excuse pour ne jamais fixer de limites, ne jamais dire non et ne jamais tenir personne responsable de quoi que ce soit tant qu'ils partageaient votre nom de famille. Mon frère aîné, Sylvain, a 2 ans de plus que moi. En grandissant, Sylvain était l'enfant d'or. Il était le quarterback, le roi du bal de promo, le gars qui entrait dans une pièce et faisait sourire tous les adultes dans un rayon de 15 mètres comme s'ils avaient gagné à la loterie. J'étais le silencieux. Le gamin qui aimait lire, qui construisait des choses dans le garage, qui gardait la tête baissée et obtenait de bonnes notes sans que personne ne le remarque ou ne s'en soucie. Maintenant, je ne vais pas rester assis ici à prétendre avoir eu une enfance tragique. Je n'en ai pas eu. Mes parents m'aimaient. Ils me nourrissaient, m'habillaient, assistaient à assez de mes événements pour ne pas être considéré comme négligent. Mais il y avait toujours cette compréhension tacite dans notre maison que Sylvain était l'événement principal, et j'étais la première partie que personne ne venait vraiment voir. Quand Sylvain marquait un touchdown, toute la famille faisait 3 heures de route pour regarder. Quand j'ai gagné la foire régionale des sciences, ma mère a dit « C'est bien, mon chéri », et est retournée repasser le maillot de Sylvain. Ce n'était pas de la cruauté. C'était juste la gravité. Sylvain était le soleil. Et le reste d'entre nous gravitait autour. Après le lycée, Sylvain a obtenu une bourse de football dans une université d'État de milieu de gamme. Il s'est déchiré le genou en 2e année, a abandonné et est rentré à la maison. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes car au lieu de se ressaisir et de trouver un nouveau plan, Sylvain s'est simplement arrêté. Il est retourné vivre avec nos parents. Il a trouvé des petits boulots ici et là, paysagisme, barman, un bref passage dans la vente d'assurance qui a duré exactement 11 jours, mais rien n'a pris. Et personne dans ma famille ne semblait penser que c'était un problème. Sylvain se débrouillait. Sylvain traversait une période difficile. Sylvain avait 23 ans et jouait aux jeux vidéo dans sa chambre d'enfant pendant que mes parents payaient son assurance automobile. Mais oui, il se débrouillait. Pendant ce temps, je suis allé au Community College, j'ai été transféré à l'Université du Tennessee et j'ai obtenu un diplôme en génie civil. Ce n'était pas glamour, mais j'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet à Nashville, j'ai commencé par le bas et j'ai passé les 8 années suivantes à grimper. À 30 ans, j'étais chef de projet supervisant des constructions commerciales valant des millions. J'ai acheté une maison. J'ai rencontré ma femme, Juliette, lors d'un barbecue d'amis. C'est une infirmière aux urgences, aussi vive qu'une attaque, hilarante et le genre de personne qui peut lire une pièce plus vite que la plupart des gens ne peuvent lire un menu. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans. La vie était bonne. Très bonne. Mais voici le problème avec le fait d'être le frère qui réussit dans une famille qui vénère celui qui n'y arrive pas. Vous devenez la banque. Pas officiellement, bien sûr. Personne ne s'assoit avec vous et ne dit « Eh, Adrien, puisque c'est toi qui as réussi ta vie, nous aurons besoin que tu finances les mauvaises décisions de tout le monde. » C'est plus subtil que ça. Cela commence par de petites demandes. Maman a besoin d'aide pour une facture de dentiste. Le camion de papa a besoin d'une nouvelle transmission. Sylvain a besoin du premier et dernier mois de loyer parce qu'il emménage enfin. Et vous dites oui parce que ce sont votre famille et que vous les aimez et honnêtement, vous pouvez vous le permettre. Sur une période d'environ 4 ans, j'estime avoir donné à ma famille quelque chose comme 45 000 $. Je n'ai pas tenu un registre au début parce que qui fait ça avec sa famille? Juliette, elle, l'a fait. Dieu bénisse cette femme. Elle tenait une feuille de calcul, non pas parce qu'elle est froide ou calculatrice, mais parce qu'elle est infirmière aux urgences et qu'elle documente tout. C'est dans son ADN. Quand elle m'a montré le chiffre pour la première fois, j'ai pensé qu'elle avait fait une erreur. Elle n'avait pas fait d'erreur.
Ce qui m'a vraiment agacé, ce n'était pas l'argent lui-même. C'était l'attitude. Chaque fois que j'aidais, c'était accueilli par cette étrange énergie, comme si je leur devais quelque chose, comme si mon succès était une ressource familiale que j'étais égoïste de ne pas partager plus librement. Sylvain, en particulier, avait cette façon de me faire sentir que l'argent que je gagnais était en quelque sorte une propriété commune. Il disait des choses comme « ça doit être bien ». Quand je mentionnais quelque chose de ma vie, nouvelle voiture, ça doit être bien. Vacances avec Juliette, ça doit être bien. Certains d'entre nous n'ont pas les moyens de quitter l'État. Promotion, ça doit être bien d'avoir un travail qui paie vraiment. J'ai laissé couler pendant des années. Juliette n'arrêtait pas de me dire que j'étais un paillasson. Et je continuais à lui dire que c'était juste comme ça que les familles fonctionnaient. Elle levait un sourcil et disait « Ma famille ne fonctionne pas comme ça ». Et je changeais de sujet parce qu'au fond, je savais qu'elle avait raison. Le point de rupture a commencé à se construire il y a environ 18 mois. Sylvain s'était lancé dans le commerce de voitures d'occasion, achetant des épaves, les réparant, les revendant avec un profit. Sur le papier, cela ne semblait pas être une mauvaise idée. Sylvain a toujours été doué de ses mains. Le problème était que la version de Sylvain de la revente de voitures signifiait acheter des véhicules qu'il ne pouvait pas se permettre de réparer, les garder sur une propriété qui n'était pas la sienne, puis m'appeler pour avoir de l'argent quand tout s'effondrait inévitablement. Il a grillé 3 projets différents en environ 10 mois. Après l'échec du 3e, il a appelé et m'a demandé 15 000 $ pour investir dans un autre lot de voitures. J'ai dit non. Pour la première fois de ma vie adulte, j'ai dit non à mon frère. Et on aurait dit que je venais d'annuler Noël. Il est resté silencieux pendant environ 10 secondes au téléphone, ce qui, si vous connaissez Sylvain, est pratiquement une éternité. Puis il a dit, c'est donc ça. Je ne vaux pas 15 000 $ pour toi. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas une question de sa valeur. C'était une question de schéma. Je lui avais déjà donné des dizaines de milliers de dollars et rien n'en était ressorti. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas continuer à jeter de l'argent dans quelque chose qui continuait d'échouer. Il a raccroché. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant 2 semaines. Puis j'ai reçu l'appel qui a commencé le chapitre le plus étrange de ma vie. C'était ma mère. Elle utilisait ce ton doux et prudent qu'elle prend quand elle est sur le point de donner une mauvaise nouvelle. Adrien, mon chéri, nous devons parler de quelque chose. Sylvain est dans une situation délicate et il a besoin d'aide pour les frais d'avocat. J'ai demandé ce qui s'était passé. Avait-il des ennuis? Avait-il été arrêté pour conduite en état d'ébriété? Avait-il blessé quelqu'un? Ma mère a fait une pause puis a dit, il te poursuit en justice, mon trésor. Il dit que tu lui dois de l'argent à cause d'une affaire commerciale. Il a déjà un avocat, mais l'avocat a besoin d'une avance et Sylvain ne peut pas se le permettre. Nous espérions que tu pourrais aider à le couvrir. Je suis resté assis là avec le téléphone contre mon oreille en attendant la chute. J'ai réellement ri. Pas un vrai rire comme le son que fait votre cerveau quand il essaie de traiter quelque chose de complètement ridicule. Mon frère me poursuivait en justice et ma famille voulait que je paie pour cela. J'ai dit à ma mère que je devais partir et j'ai raccroché. 3 jours plus tard, l'avocat de mon frère m'a appelé directement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement Sylvain qui faisait du drame. C'était réel. L'homme à l'autre bout du fil avait l'air très réel, très professionnel et très sérieux. Et le montant qu'il a mentionné m'a fait l'estomac noué. Le nom de l'avocat était Graditat. Je m'en souviens parce que cela ressemblait au nom d'un personnage de thriller juridique, ce qui semblait approprié puisque ma vie s'était apparemment transformée en un. Il s'est présenté, a dit qu'il représentait mon frère Sylvain, dans une affaire civile, puis m'a dit le montant, 200 000 $. Mon frère me poursuivait en justice pour 200 000 $. J'ai en fait retiré le téléphone de mon oreille et l'ai regardé comme si l'appareil lui-même m'avait trahi. Puis je l'ai remis et j'ai dit, je suis désolé. Pourriez-vous répéter cela? Il l'a répété. 200 000 $ de dommages et intérêts pour ce qu'il a décrit comme un accord de partenariat verbal lié à une entreprise de revente de voitures que Sylvain prétendait que j'avais soutenu financièrement puis abandonné, lui causant d'importantes pertes financières et une détresse émotionnelle. Détresse émotionnelle. Mon frère, qui avait la gamme émotionnelle d'un ventilateur de plafond, réclamait une détresse émotionnelle. J'ai dit à Grady que je n'avais aucune idée de ce dont il parlait.
Il n'y avait pas de partenariat, pas d'accord, et chaque dollar que j'avais donné à Sylvain était un cadeau, pas un investissement. Grady a poliment dit que son client voyait les choses différemment et que je recevrais les documents officiels dans la semaine. Puis il m'a souhaité une bonne soirée et a raccroché. Je suis resté assis dans mon bureau à domicile pendant un long moment après cet appel. Juliette m'a trouvé là environ 1 heure plus tard, juste en regardant mon bureau comme si cela m'avait personnellement offensé. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Quand je lui ai dit, elle n'a pas crié ni halté. Elle a juste fermé les yeux, a pris une respiration et a dit « J'ai besoin que vous répétiez cela, mais plus lentement, parce que je veux m'assurer que je suis en colère pour la bonne chose. » Alors, je lui ai dit à nouveau. Elle était furieuse pour la bonne chose. Voici ce que l'action en justice de Sylvain prétendait. Il alléguait qu'il y a 2 ans, lorsque je lui ai donné 12 000 $ pour sa deuxième tentative de revente de voiture, j'avais verbalement accepté de devenir son partenaire commercial. Il prétendait que l'argent n'était pas un cadeau, mais un investissement en capital. Selon lui, j'avais promis de continuer à financer l'opération. Et quand j'ai fait marche arrière, cela a fait s'effondrer l'entreprise, le laissant avec des dettes, des revenus perdus et, encore une fois, une détresse émotionnelle. Il voulait 200 000 $ pour couvrir ce que l'entreprise aurait soi-disant gagné, plus des dommages et intérêts. Toute personne ayant un cerveau fonctionnel pouvait voir que c'était des absurdités. Il n'y avait pas de partenariat. Il n'y avait pas d'accord. J'avais donné de l'argent à mon frère de la même manière que vous donnez 20 $ à un ami quand il oublie son portefeuille au déjeuner. Sauf que je l'avais fait environ 200 fois, et le déjeuner coûtait environ 45 000 $. Mais Sylvain avait apparemment trouvé un avocat prêt à prendre l'affaire. Et dans notre système juridique, c'est tout ce qu'il faut pour rendre la vie de quelqu'un très inconfortable. J'ai appelé mes parents le lendemain, espérant peut-être qu'ils avaient retrouvé la raison. Mon père a répondu. J'ai demandé s'il savait ce que Sylvain faisait. Il a dit oui. J'ai demandé s'il pensait que c'était raisonnable. Il y eut une longue pause. Puis mon père a dit, « Eh bien, Adrien, ton frère a l'impression que tu lui as fait une promesse et que tu l'as rompue. Il souffre. » J'ai dit, « Il me poursuit pour 200 000 $, papa. C'est moi qui devrais souffrir. » Mon père a soupiré comme si j'étais celui qui était déraisonnable. « Fils, tu sais comment est Sylvain. Quand il a une idée en tête, il la poursuit. Mais tout cela pourrait disparaître si tu t'assoyais simplement avec lui et que vous trouviez un arrangement. » Mon père a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit que j'avais toujours eu plus de facilité que mon frère Sylvain. J'étais allé à l'université, j'avais trouvé un bon travail et j'avais épousé une femme formidable. Alors que Sylvain n'avait jamais eu ses chances, il a dit que la moindre chose que je pouvais faire était de l'aider quand il était à terre. Entendre cela m'a mis en colère. Tout ce que j'avais, je l'avais bâti grâce à des années de travail acharné et de sacrifice, mais ma famille agissait comme si c'était juste de la chance. J'ai raccroché au nez de mon père. Peu de temps après le début du stress juridique, j'ai engagé une avocate nommée Cordélia Voss. Elle m'a dit que la poursuite de Sylvain était faible, mais même une affaire faible coûte de l'argent à défendre. Pendant ce temps, ma famille continuait à me faire pression pour que je donne de l'argent à Sylvain. Personne ne l'a blâmé d'avoir intenté une action en justice contre moi. Juliette, ma femme, m'a soutenu dans tout. Elle a organisé tous les enregistrements de l'argent que j'avais jamais donné à ma famille. La documentation prouvait que les paiements étaient des cadeaux, pas des investissements commerciaux. Cordélia a dit que c'était l'une des meilleures preuves qu'elle ait jamais vues. Puis j'ai découvert quelque chose de pire. Ma mère avait contracté un prêt immobilier sur la maison de mes parents pour aider Sylvain à payer son avocat. Quand je les ai confrontés, ma mère a pleuré et a dit que Sylvain méritait une chance d'être entendu. Mon père n'a rien dit. J'ai réalisé qu'ils avaient complètement choisi son camp. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'en avais fini d'être le distributeur automatique de la famille. Au cours des mois suivants, je me suis concentré sur mon travail et ma vie avec Juliette. Ma carrière s'est améliorée. J'ai été promu et nous avons construit de nouvelles amitiés. Pour la première fois, ma vie n'était pas contrôlée par la culpabilité familiale. Pendant ce temps, l'affaire de Sylvain s'est effondrée. Son avocat s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune preuve réelle. Avec l'aide d'un expert comptable légiste, nous avons prouvé que Sylvain avait mal utilisé la plupart de l'argent que je lui avais donné, et que ses pertes commerciales n'avaient rien à voir avec moi.
Cordélia a déposé une plainte reconventionnelle pour recouvrer mes frais juridiques. Pendant l'interrogatoire de Sylvain, la vérité est devenue évidente. Même son avocat a commencé à chercher une issue. Finalement, Sylvain a retiré sa poursuite. Il a accepté de rembourser environ 32 000 $ de mes frais juridiques sur 4 ans. Peu de temps après, sa petite amie, qui l'avait poussé à intenter une action en justice, a disparu. Quelques mois plus tard, Sylvain m'a envoyé une lettre manuscrite d'excuses. Il a admis que la jalousie avait motivé ses actions et a dit qu'il avait honte. Je l'ai remercié pour son honnêteté, mais je lui ai dit que reconstruire la confiance prendrait du temps. Ma relation avec mes parents est toujours distante. Nous parlons occasionnellement, mais les choses ne seront plus jamais les mêmes. Quant à moi, la vie est belle. Juliette et moi avons acheté une maison plus grande. Ma carrière est plus forte que jamais, et j'ai enfin une communauté qui n'est pas basée sur l'obligation. Une chose dont je suis sûr maintenant, je ne suis l'ATM de personne, et je ne laisserai personne me traiter comme tel.